Je me dirige vers l'océan. Je suis comme le pied de la montagne, me laissant caresser par les vagues de l'océan. J'ai un amour profond pour l'océan, ce vaste océan subtil, invisible, presque imperceptible. Mon océan de tranquillité. C'est ma source et c'est mon soutien. Une source intarissable de calme et de paix. Je me sens comme un enfant de l'océan de beauté. Comme si j'avais été à l'origine conçu par l'océan de paix. Je retourne à l'océan pour me remplir. Alors je plonge dans cette immensité infinie. Tandis que l'océan m'enveloppe entièrement. Je deviens l'essence de la sérénité. Je diffuse des rayons de silence autour de moi. Je sens comment l'océan opère sur moi en dénichant les aspects de ma nature qu'il faut transformer ou simplement revigorer. À travers le temps, l'âme a dû traverser tant d'aventures. Mais maintenant, je suis de retour dans l'océan. Ma source, mon support et mon seul véritable amour. Bonsoir tout le monde. Om Shanti, bienvenue. Content de vous retrouver. Quand il fait beau, quand il pleut. Je pense que mercredi dernier, c'était le printemps. Ce soir, c'est le printemps aussi, mais pluvieux. Bonsoir. Vous me privez de votre sourire, là. Vous pouvez bouger la chaise un petit peu, si vous voulez. Ça, j'aime ça voir les
les lèvres qui sourient, les yeux qui sourient. Ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, deux aspects qui m'intéressent en ce moment, c'est notre préparation pour une retraite aux États-Unis qu'on organise chaque année, donc la retraite du Québec, qu'on appelle ainsi, puisqu'on invite les gens de Québec, Montréal maintenant, surtout, qui se réunissent. Et on a un lieu de retraite qui appartient au Brahma Kumaris à Peace Village, aux États-Unis. Magnifique, 5 heures de route, 5-6 heures de route d'ici. Alors, tous les détails sont à la réception. On arrive dans les dernières semaines avant de s'inscrire, puisque c'est le 18 mai. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop et qui veulent s'informer, il y a une journée d'information le 7 mai, si je me souviens bien. Et c'est vraiment une expérience unique de passer 3-4 jours dans une bulle complètement loin de Montréal, loin de tout, et puis d'être pris en main aussi par une structure qui a déjà fait ses preuves souvent, et nourri, logé, un cadre agréable. Pire qui puisse vous arriver, c'est vraiment de tomber nez à nez avec un ours le matin, mais ça, même à ça, portez vos téléphones, prenez une photo, puis c'est bien. Mais non, mais ils ne sont pas méchants. Donc la retraite des francophones, bien de regarder si ça vous intéresse. Et l'autre chose, peut-être à compter de mardi prochain, donc tous les mardis soirs, je vais animer une nouvelle soirée axée un peu sur l'exploration de la philosophie du Raja Yoga. Et c'est vraiment une soirée qui va s'adresser à ceux qui ont déjà complété le cours de Raja Yoga. Je sais qu'on change un peu nos formules, on explore de différentes façons, mais dans la philosophie de ce qu'on présente à l'émergence, puis dans tous les centres Brahma Kumaris au monde, il y a vraiment 3 phases. Il y a une phase qui est vraiment axée sur l'apprentissage de la méditation, vraiment explorer qu'est-ce que la pensée peut faire, comment est-ce qu'on peut travailler, cultiver, faire fleurir, fructifier la pensée. C'est ce qu'on appelle vraiment beaucoup la méditation. Le deuxième aspect est un peu plus relié à « Ok, maintenant que je médite sur quoi ?» Et à un moment donné, se répéter tous les jours « Je suis bon, je suis fin, je suis sympa, tout va bien, la vie est belle. » À un moment donné, on ne sait plus trop, il faut bien penser à autre chose. Il faut mieux articuler notre pensée. Et pour nourrir la pensée, eh bien, il y a, on peut appeler ça de la philosophie ou de la compréhension axée sur beaucoup les valeurs, mon rôle, ma place dans le monde, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux atteindre, mon potentiel, mes aspirations, comprendre, accepter la vie, comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. Donc tout ça, c'est plus un peu d'ordre philosophique, mais qui est là pour nourrir la méditation, qui vient après pour dire, si on parle un peu de philosophie, la méditation ensuite vient comme une réflexion qui donne vie à cette pensée. Puis ensuite, ça devient ma pratique quotidienne. Donc, le 3e niveau qu'on enseigne, c'est beaucoup comment on traduit ça dans une pratique de transformation personnelle. Et on ne se cachera pas, le but de ce qu'on fait en méditation, pour nous, c'est pas juste de se sentir bien puis d'avoir un bon moment. Il y a plus que ça. Et nous, ce qu'on espère, c'est que la méditation devienne vraiment le moteur pour amener une transformation de soi. Et la transformation qu'on cherche, c'est éliminer nos négativités, en fait, tout ce qui est négatif en soi. Pas dans le but de devenir un saint et d'avoir notre photo dans les lieux saints, mais c'est plutôt de transformer le soi afin d'être libre et d'être heureux. Et notre philosophie de base nous dit que ce qui nous cause le plus de peine, ce n'est pas le monde extérieur ni les autres, mais c'est nos faiblesses intérieures, notre manque de vertu, notre manque de valeur puissante. On aime, mais on n'aime pas suffisamment, ce qui fait qu'on perd patience, on ne tolère pas, on s'irrite. Si on aimait plus, on serait plus heureux. Si on était plus paisible, on serait moins en colère, moins agacé, moins impatient, etc. Donc, toutes les valeurs, quand on les développe, nous amènent beaucoup de bonheur. Donc, c'est un peu ça la 3e étape. Et donc, la soirée, le mardi, on va essayer quelque chose de nouveau. On étudie, nous, des textes qui viennent de classe aussi, de nos aînés, des gens qui font ça depuis très longtemps. Et on a des textes de base aussi dans l'étude philosophique du Raja Yoga. Et pour moi, ce sont des textes ou des classes qui sont tellement formidables, mais un peu compliquées des fois à absorber ou à comprendre.
Et donc, le but du mardi soir sera vraiment d'aller plus loin dans quelques idées. Ce sera très digeste. Vous allez voir, c'est une approche très, très digeste, mais qui aura un entourage de méditation. Donc, il y aura une grosse méditation avant. Ce ne sera pas une conférence, ce sera vraiment un énoncé de certaines idées très typiques du Raja Yoga. Donc, ce n'est pas moi qui vais délirer dans mes propres recherches personnelles. Je vais m'abstenir d'émettre mon opinion. Ça, je ne serais pas capable. Non, je ne peux pas dire ça. Je limiterai mon expression de mon opinion et je m'en tiendrai à présenter vraiment qu'est-ce qu'on propose comme philosophie dans les Brahma Kumaris. Et on fera une réflexion, un partage et puis une méditation ensuite. Donc, ceux qui ont vraiment déjà pris des cours sur le karma, sur la relation avec le temps, l'âme, profondeur de l'âme, ce sont des sessions qui pourraient vous intéresser les mardis soirs. Et je le mentionne aussi pour ceux qui sont en ligne ou ceux qui réécouteront la conférence. Alors voilà, il y aura d'autres nouveautés. On propose il y a un petit groupe qui travaille très fort à essayer de reconfigurer un peu la programmation pour les prochains mois. Donc, on va bientôt proposer une nouvelle programmation là, pour l'été, l'automne. Alors ça sera intéressant aussi. Et on va simplifier un peu la façon dont on présente les cours de méditation. Puis je pense qu'il y a une belle pensée derrière qui est vraiment explorer un petit peu, découvrir la méditation. Donc, proposer à ceux qui n'ont pas du tout de background de découvrir la méditation, faire la pratique, expérimenter la méditation, puis approfondir après un peu plus la philosophie donc, qui nous permet de mieux méditer pour éventuellement donc, se transformer. Ça commence mardi. Oui, mardi le 1er mai. Alors, les portes s'ouvrent comme d'habitude. La méditation va commencer à 6h30, puis elle sera vraiment comme le mercredi soir. Elle sera vraiment guidée à partir de 7h, mais 6h30 à 7h, ça sera dans la petite salle en général, et on va vraiment créer une atmosphère de méditation. Et donc ça va aussi offrir, je pense que l'intention du centre est d'offrir un peu plus de plages de méditation dans la semaine pour que les gens qui veulent vraiment juste méditer puissent avoir vraiment un espace vraiment organisé pour la méditation. Et notre but est de transformer la pièce qui est de l'autre côté en une espèce de un gros cocon qui va vous donner une expérience de méditation encore plus profonde. Alors là, je vais vous parler de 2 maladies très désagréables, susceptibles de mettre l'âme KO. Et elles ont C'est une bonne intro, non? Ça vous... On va parler de 2 maladies très désagréables qui rendent l'âme KO. Et ces 2 maladies-là ont leur équivalent physique qu'on connaît tous et qu'on n'aime pas nécessairement beaucoup. Ce sont 2 petites maladies. Vous connaissez bien la différence entre un rhume et une grippe? C'est pas tout à fait la même chose. Des fois, on ne sait pas trop si on a un rhume ou une grippe. Les hommes, ils n'ont que des grippes. Même s'ils éternuent, c'est la fin du monde, apparemment. C'est à peine un rhume d'homme. Mais bon, je ne suis pas médecin. Le rhume, c'est une infection qui fait que, bon, tous on éternue, on sent mal, etc. Mais ça passe... après une semaine, il n'y a pas de... C'est très désagréable, mais ça passe quand même assez bien. Mal à la gorge, tout est bouché, mais ça se débouche. La grippe est plus dommageable. Elle peut aller dans la fièvre, dans les courbatures. Si elle n'est vraiment pas traitée, elle peut dégénérer en toutes sortes de maladies, bronchite et pneumonie et choses comme ça. Laquelle vous préférez? Si vous avez le choix, préférez-vous le rhume ou la grippe? Le rhume. Tout le monde d'accord? Je préfère le rhume. On est là à choisir entre le rhume et la grippe. Alors, mentalement, c'est quoi l'équivalent du rhume et de la grippe? Il y a 2 aspects qui peuvent nous miner l'existence. Et rhume et grippe, je ne parle pas de tuberculose et de malaria, là. Ça soigne quand même correctement. Et donc, il y a 2 mots, MOTS et MAUX, qui vont affecter l'âme. Et le premier mot, c'est ce qu'on va appeler les inquiétudes, et le deuxième, ce sont les doutes. Et donc, les inquiétudes et les doutes
sont vraiment intéressants à observer puisque c'est vraiment comme un rhume et une grippe. Alors vous allez devoir trouver c'est lequel le rhume, c'est lequel la grippe. Quel est plus profond que l'autre. Et ils s'attrapent tous les deux comme le rhume et la grippe. Quelqu'un qui a des doutes et des inquiétudes va transmettre ça très facilement à quelqu'un. L'inquiétude est contagieuse, le doute est contagieux. Quand on doute, on fait douter les autres, et quand on est inquiet, on inquiète les autres facilement. C'est contagieux. Alors je proposerais que, pour moi, l'inquiétude est plus comme le rhume. Elle est un peu superficielle, elle est très présente, très agaçante. Mais si vraiment elle est ancrée et enracinée dans le doute, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'une inquiétude peut venir de simplement une superficialité. Tu sais, ton enfant n'est pas rentré à l'heure, on commence à s'inquiéter, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais si on commence à douter de ses intentions, que peut-être mon enfant a voulu s'enfuir, peut-être qu'il est parti au Mexique avec ma carte de crédit, là, l'inquiétude va spinner un peu plus. Alors, le doute et l'inquiétude deviennent des mots néfastes pour l'âme, et on sait que ça nous empoisonne la vie. Quand on est pris avec des inquiétudes, c'est vraiment comme si on était congestionné. Et on éternue avec nos espèces d'exclamations, je sais pas, mais pourquoi, on en met partout, on s'inquiète, puis les autres disent, ben non, t'inquiète pas, ça va bien aller, mais non, je sais pas, c'est ça. Ceux qui ont des inquiétudes, ils éternuent sans cesse. Puis c'est très désagréable d'avoir quelqu'un qui éternue devant vous, non? Mais on n'aime jamais ça. Ceux qui prennent les transports en commun, là, quand t'as quelqu'un juste à côté de toi dans le métro, puis tchoum! C'est OK, bon ben, voilà. Qu'est-ce qu'il va me transmettre? Et les inquiétudes sont comme ça, elles sont vraiment... on postillonne nos inquiétudes constamment. Alors, quand on éternue, après, ben, on tousse. Donc, quelqu'un qui a beaucoup d'inquiétudes finit par tousser beaucoup. Et ça lui rentre dans les bronches. Et puis voilà, c'est très désagréable, les inquiétudes. Être sans inquiétude, en français, le mot est un peu bizarre, mais en anglais, évidemment, il compresse tout. En anglais, ils appellent ça « carefree ». C'est très joli comme carefree. T'as pas à t'occuper de moi, là, tout va bien. Pas besoin de care, non sollicitude, là, mais en français, on va dire sans souci. Un, ça se prononce mal, puis deux, c'est sans souci. Okay. Moi, j'aime bien le mot anglais carefree. C'est une légèreté dans l'abandon, qui n'a aucune inquiétude. Puis quelqu'un qui ne s'inquiète pas, c'est vraiment agréable. Il y a une espèce de légèreté. Ça ne sera pas une insouciance, mais ça peut être une légèreté, de ne pas avoir d'inquiétude. Et là où le doute devient très dommageable, c'est que le doute, lui, il est beaucoup plus profond. Le doute va être ancré dans des convictions, dans des craintes. Il va aller puiser dans la peur. Il va générer de la peur aussi, le doute. L'inquiétude peut générer à la limite, je sais pas, des petits sentiments négatifs, mais l'inquiétude ne va pas aller jusqu'au point de créer de la peur, sauf si ça devient vraiment un doute. C'est plus une inquiétude, c'est vraiment un très gros doute. J'ai vraiment des doutes. Je m'inquiète parce que j'ai un gros doute sur le fondement de ce qui est en train de se passer. Et là, la peur est générée. Et l'inquiétude et le doute, quand ils commencent à faire leur ravage, quand on ne les soigne pas, au même titre que le rhume et la grippe vont transformer le corps en gros sac de microbes et de virus, puis peut développer une maladie très grave. La pneumonie, c'est grave, on peut en mourir. Les doutes et les inquiétudes, quand ils vont plus profondément en nous, ce qu'ils font, c'est qu'ils démolissent toute la fondation de notre capacité à fonctionner correctement face à des situations X, Y, Z. Et si on a des doutes, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de s'affaiblir. Quand on doute, quand on a des inquiétudes, on devient faible. Et plus on est faible, comme physiquement, un corps faible dont le système immunitaire ne fonctionne plus, on attrape d'autres maladies. Et quand on a des doutes et des inquiétudes, c'est là que tout déraille. Dans les relations,
Vous avez votre conjointe qui rentre un peu tard, puis tu étais où? Ah non, j'étais au travail. Puis si vous doutez de ça, c'est pas très sain dans la relation, non? En général. Si je me trompe, je n'ai pas regardé les derniers Netflix, là, mais je pense qu'il y en a beaucoup de là-dessus, non? C'est souvent ça qui se passe. Quand on doute par rapport à bien des choses, son patron, le travail, tout finit par se compliquer beaucoup. Et en fait, on n'a jamais nécessairement de preuves. La paranoïa est une maladie. La paranoïa va faire en sorte que des doutes extrêmes se présentent à nous tout le temps et on est convaincu de leur réalité, de leur véracité. Le doute fait passer un mensonge pour une vérité et une vérité pour un mensonge. Le doute vient complètement créer la confusion dans notre capacité à répondre, à gérer. Alors, ça paraît rien, puis des fois on dit « Ah, j'ai un doute ». Ben, si on est médecin spirituel, on a un doute, « Ah, faut que tu te soignes, là ». Mais non, j'ai juste un petit doute. Non, faut que tu te soignes, là. Et là, c'est comme quelqu'un qui a la grippe, qui a le rhume, puis qui se promène en petit short à moins 25 dehors, torse nu en disant « Je sais pas ce que j'ai froid, moi, c'est pas... Je comprends pas. » Les gens vont dire « Ben, t'as pas compris un concept très simple, mon ami. Si t'as froid, tu t'habilles. » Puis c'était la crève, ben, tu fais quelque chose. Et souvent, on laisse aller les rhumes ou les grippes, puis à un moment donné, on se retrouve sous antibiotiques. Non? Souvent, ça se termine comme ça, des fois. Et les antibiotiques, ben là, ça essaye de tuer le virus pour nous sortir de là. Et dans les doutes et les inquiétudes, ce qu'on nourrit, en fait, c'est une espèce de fondation très molle qui va faire que tout à coup, des grands pans de notre réalité vont s'effondrer. Puis on va s'étonner, je ne comprends pas, comment ça se fait? Ben oui, mais tu nourris une culture du doute et de l'inquiétude. Et on ne les a pas identifiés comme étant graves. On ne s'est pas dit que c'était... Peu de gens vont voir le médecin en disant « Écoutez, j'ai beaucoup d'inquiétudes, je veux me soigner. » Le médecin va dire ben, « T'es normal, qu'est-ce que tout le monde s'inquiète. » Écoute, relax, va apprendre à méditer. Maintenant, ils ont des solutions. Ils vont au moins envoyer les gens dans les centres de méditation. Donc, jusqu'où peuvent aller les doutes et les inquiétudes? Et c'est là où on pourra aller très loin dans la description des ravages que causent les doutes et les inquiétudes. Et on dit souvent que les inquiétudes et les doutes, leur première manifestation, souvent, vient simplement par ce qu'on appelle des pensées inutiles. En anglais, encore, ils appellent ça « waste thought », des pensées déchets, des pensées gaspillées. Waste a vraiment un terme encore plus poubelle, je trouve, que pensée inutile ou gaspillée. Waste, c'est vraiment un déchet. Des pensées poubelles, quoi. On a des pensées poubelles qui devraient être, qui sont inutiles. Et parce qu'on entretient beaucoup de pensées inutiles, ben, ce qui se passe, c'est que notre intellect devient assez lourd, assez confus, assez... en français, on dit pâteau, il est un peu gros, là, il a du mal à fonctionner. Un intellect qui devient opaque, qui est plus capable de bien discerner, juger, décider, etc. Et cet intellect qui n'est plus capable de percevoir les choses correctement, ben c'est là qu'il développe tout à coup des inquiétudes et des doutes. Qu'est-ce que c'est qu'une inquiétude et qu'un doute, si ce n'est qu'une absence de certitude et de conviction? Et je ne dirais pas que la conviction est nécessairement bonne. Je préfère, moi, enfin, je ne dirais pas que la certitude... je ne dirais pas que la conviction est toujours bonne. Je préfère les certitudes. Je préfère être certain de certaines choses plutôt que d'être convaincu sans avoir été au préalable certain. Mais ça, c'est un autre débat. Parce que des fois, les gens sont convaincus, mais ils ont tort. Ils sont convaincus. Alors qu'avoir une certitude requiert une preuve. Tu as la certitude, ben donne-moi la preuve. Tu es convaincu, ben ça t'appartient. Je suis convaincu. Pourquoi? Un sentiment personnel, je l'ai dans les tripes. Là. OK, ben là, tu as peut-être un bobo dans les tripes aussi. Alors, l'inquiétude et le doute
sont une absence de ces convictions, de ces certitudes. Pour éviter ces mots-là qui sont un peu chargés, moi je proposerais un bon remède pour contrer les doutes et les inquiétudes. Dans la philosophie, des fois on parle d'une foi, avoir la foi. Je trouve que c'est un terme très spécialisé qui est un peu loin des fois de nos réalités en ce moment. Par contre, une autre méthode que j'aime beaucoup personnellement qui s'appelle l'affirmation. Et de contrer l'inquiétude et le doute par l'affirmation. Qu'est-ce que je peux affirmer? Le doute et l'inquiétude ont tendance à infirmer. Ils veulent toujours détruire. Pensez-y, un doute et une inquiétude, c'est généralement négatif. C'est une négation d'une possibilité. Alors j'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher. J'aimerais que la personne fasse ça, mais je suis inquiet, je pense qu'elle n'aura pas la... On démolit toujours une réalité, c'est pas ça? Donc le doute et l'inquiétude, c'est toujours une affirmation. Je démolis un potentiel, je démolis un rêve, je démolis un désir, je démolis un espoir avec le doute et l'incertitude. Et donc l'inquiétude. Non? C'est vraiment technique, hein? C'est juste quel virus attaque quel organe et puis comment je me retrouve au lit avec un thermomètre sous la langue en criant « Maman, je suis malade ». C'est juste ça. Et quand on y pense, nos corps sont quand même massifs. Puis les microbes qui nous donnent le virus, ou les microbes, les bactéries pour le rhume ou la grippe, sont tout petits. C'est quand même symbolique, non? Quelque chose d'aussi petit. Le problème, c'est un virus, l'autre, c'est une bactérie. Oui, mais étant donné que je ne suis pas trop calé dans tout ça, j'ai peur de dire des bêtises. Puis vu que c'est enregistré, je préfère rien dire. Ouais. Donc, c'est ça, il y a des virus pour tout le monde. La semaine dernière, on parlait de vitamines. Tu m'as mis le doigt sur hey, où ta vitamine. Là, tu dis c'est lequel le virus, c'est lequel la bactérie. Mais je pense que le rhume, c'est une bactérie. La grippe, c'est un virus. Mais je peux me tromper. Ceux qui sont en ligne puis qui ont Google, allez vérifier. Puis c'est pas grave, de toute façon. L'important, c'est comment on s'en débarrasse. Mais d'un côté comme de l'autre, c'est tout petit. C'est un virus, une bactérie, tu regardes ça sous un microscope. Puis c'est tout petit, puis ça peut nous rendre KO. Un virus au microscope électronique. Ouais. C'est vraiment minuscule. Et la symbolique pour nous, c'est que des fois, c'est juste une pensée peut faire écrouler une cathédrale. Des fois, c'est juste une pensée qui vient de travers sous la forme d'une inquiétude ou d'un doute. Et tout à coup, là, on démolit toute une cathédrale qu'on avait construite pendant des années. C'est venu de rien du tout. Ceux qui ont des relations, on le sait, ça n'en prend pas beaucoup des fois pour venir semer le doute dans la relation. Et ça peut détruire toute une relation, même sur la base de choses qui ne sont pas vraies. Je veux dire, 90% des films sont faits là-dessus. Il embrasse une personne dans la voiture, puis ça y est, la femme l'a vu par la fenêtre. C'est le scandale. Ben oui, mais écoute, c'était sa cousine, il l'embrassait sur la joue, je dis n'importe quoi. La réalité était peut-être différente. Mais le doute est pris, l'inquiétude est prise, puis ça y est, ça brûle, ça met le feu. Une étincelle peut brûler une tour de 50 étages au complet, juste une étincelle. Alors des fois, on a tendance à minimiser une inquiétude ou un doute, alors que leur potentiel destructeur est très grand. Et là où la méditation devient intéressante, c'est qu'on développe, il faut aller contrer, il faut trouver un médicament contre le doute et l'inquiétude. Et d'abord, il faut être convaincu d'une chose, c'est que le doute et l'inquiétude ne sont pas bons. Point à la ligne. Il y a un antidote quand on a des fois, par exemple, des incertitudes. C'est très bien de vouloir vérifier. C'est très bien de vouloir s'informer. C'est très bien de vouloir connaître. Mais c'est très différent, c'est très sain comme approche, et très différent de ne pas faire ces démarches-là, puis de commencer à s'inquiéter.
Ben, au lieu de s'inquiéter, agissons et donnons-nous les moyens pour vérifier, pour s'informer, pour appliquer une méthode très simple, de dire, OK, ça, je ne comprends pas, ou il y a quelque chose qui me paraît bizarre là-dedans, je vais vérifier, je vais m'informer, je vais essayer de comprendre, je vais communiquer. Puis on va voir que dans bien des cas, juste cette approche-là élimine la moitié des inquiétudes et la moitié des doutes. Mais on ne communique pas. Et on va dire à l'autre, « Ah non, je l'ai bien senti, je sais ce que tu penses. » Ah bon? Comment ça, tu sais ça? Tu as un détecteur de pensée, je n'aimais pas en Wi-Fi, là, comment tu as réussi à savoir ce que je pensais? Et tu sais, les gens disent ça des fois. Non, non, je sais très bien ce que tu vas dire ou ce que tu voulais dire. Comment tu peux savoir ce que je voulais dire? Tu m'as même pas posé de questions ou on n'a pas discuté. Et on présume de bien des choses sur la base de toutes petites choses. Et ça, c'est parce qu'on s'est inquiété, on a eu des doutes, et là, on a créé notre propre réalité. Puis on dit, je sais bien, toi, t'es comme ça. Ah bon, tu le sais. Non, pas sûrement, c'est pas nécessairement la réalité. Et après, évidemment, quand il y a des doutes des fois plus grands sur si on l'applique à soi-même, si on a un doute par rapport à ce qu'on est capable de faire, ben le doute va faire quoi? Mettons que vous appliquez pour un poste, posez votre candidature pour un poste, puis là vous dites, ah mais je n'ai peut-être pas les compétences, ils vont peut-être pas m'aimer ma face. C'est vrai, j'avais les cheveux roses, puis j'avais plein de trucs verts dans les dents pour mon entretien. Peut-être qu'ils vont pas aimer, tu sais. OK, tu peux aller là-dedans, là. Ça sert à quoi? Et le doute va faire quoi? Il va démolir l'image du succès. Par définition, je veux dire, un athlète qui doute de sa performance, il se voit pas sur le podium avec la médaille d'or. On s'entend. Donc le doute détruit l'image du succès. C'est ça son travail. Son seul motif au doute, c'est d'être un terroriste spirituel. Il va démolir nos rêves, nos espoirs, nos certitudes, etc. Et c'est là où c'est dommageable. Et des fois, on va dire, mais j'ai raison de douter. Regarde, j'ai une excuse, là, il s'est passé ça, la personne m'a dit ça, qu'elle n'avait pas vu mon nom sur la liste. OK, mais vérifie, informe-toi, rationalise, puis pense, mais pas avec le doute et l'inquiétude. Et c'est là où on va aller tout à l'heure vers la question d'affirmation. Au départ, si on comprend la gravité de laisser ces inquiétudes et ces doutes nous envahir, ben, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas les moyens de se guérir. C'est comme si, encore une fois, on est malade, puis on minimise l'impact de cette maladie. Oh, c'est pas grave, c'est juste un rhume. Puis on continue à aller dehors, tout découvert. À un moment donné, tu commences à avoir une grosse toux. Puis je me souviens quand j'étais plus jeune, puis plus insouciant, des fois, tu avais des grosses toux, puis ça faisait trembler tout le monde. Puis on était presque fier de ta toux. Tu attrapais toute l'attention de tout le monde. Pauvre toi, qu'est-ce que t'as? Un jour, tu craches du sang, ben là, tu dis, oh, là, je pense que j'étais un peu trop loin, quoi. Alors, il y a une limite à négliger une maladie jusqu'à un jour où tu dis, oups, là, j'ai peut-être été trop loin. Et quand on commence à cracher du sang, spirituellement parlant, qu'au lieu de juste douter et s'inquiéter, on commence à perdre un peu la raison, puis prendre des décisions irrationnelles, de devenir non fonctionnel dans des situations, on le sait. Le doute et l'inquiétude vont créer quoi? L'anxiété, vont créer le stress, vont créer la jalousie, vont créer le conflit. C'est ça que ça crée les doutes. C'est des petites bibites, mais c'est pour ça que je vous ai dit en introduction, 2 petites maladies qui peuvent rendre l'âme chaos. Alors que l'affirmation va rendre l'âme OK. Tu l'inverses. Au lieu d'être chaos, tu vas être OK. Et donc l'affirmation, c'est quoi? C'est l'antidote du doute et de l'inquiétude. Et ce qu'on apprend dans la philosophie de Raja Yoga, c'est quelles sont ces vérités que je veux m'affirmer régulièrement. Comme l'idée de consommer des vitamines ou des nourritures bénéfiques. Tu sais, quand tu manges, moi très honnêtement, je ne suis pas un fou de certains fruits, là, j'aime pas trop.
Je trouve qu'une pomme, j'ai une chance sur 10 de tomber sur une bonne, là, puis souvent, j'aime pas. Mais on m'a toujours dit an apple a day keeps the doctor away. Donc, j'ai toujours eu cette espèce de... On m'a lavé le cerveau avec l'idée que la pomme, c'est bon pour la santé. Puis je sais, j'y crois, je pense que les scientifiques sont d'accord. Alors, je m'achète des pommes régulièrement, mais je me force à manger une pomme. En me disant, c'est bon, là, il faut 10 portions de fruits et légumes par jour. Oui, je peux abonder dans ces trucs-là, en me disant, il y a du vrai sûrement là-dedans. Donc, moi, je mange une pomme, pas sincèrement parce que j'aime toujours ça, mais souvent parce que je me dis, c'est bon pour le corps, il faut manger des pommes, il faut manger des fruits. De la même façon, il y a des affirmations qui sont bonnes à manger, simplement en sachant que si je mange ces affirmations-là, je vais empêcher les doutes et les inquiétudes de se propager. Moi, j'aime tellement pas le rhume et la grippe, là, je vous assure, je suis très mauvais malade. Moi, je suis vraiment l'exemple typique de ce qu'ils appellent les rhumes d'hommes. Ça dure très longtemps. Je déteste être malade, en fait. Et traditionnellement, j'ai toujours eu beaucoup de rhumes, 3 par saison minimum. Maintenant, on en attrape. L'été, tu peux avoir un rhume en hiver, en plein mois de juillet maintenant. C'est tellement débile. Tu prends l'avion, puis tu as toutes sortes de trucs. Ouais, ça se propage. Et là, récemment, j'ai découvert, j'avais lu sur Facebook, Internet, je sais pas trop où, la notion que fallait prendre un verre de jus, un verre d'eau le matin à jeun avec un peu de citron biologique. Un citron, faut pas prendre le citron avec tous les pesticides, mais un citron biologique avec de l'eau tous les matins. Puis il disait ça va. Puis moi, je suis pas du tout un savant, puis je connais rien dans les aliments naturels, puis ces choses-là. Mais bon, je lis ça, puis moi, je peux me faire convaincre des fois de toutes sortes de choses. Quand j'étais jeune, on m'avait dit, quand tu meurs, tu sais, demande à ce qu'on plante une graine d'arbre sur toi, là, puis tu vas te réincarner dans l'arbre. Moi, parfait, j'aime ça. J'adhérais à ça, je dis, pourquoi pas. On m'aurait dit, mets une chaise, puis tu vas rentrer dans la chaise, peut-être, je sais pas. Je croyais à peu près en tout. Alors, on m'a dit, un verre d'eau tous les matins avec ton petit jus de citron, et miracle, oh miracle, tu n'auras plus jamais de rhume. Moi, juste ça, là, ça m'a motivé. Et l'idée, c'est qu'il disait, je connais rien là-dedans, mais apparemment, notre système a tendance à être très acide à cause de notre mode de vie et tout ça. Puis il disait que le jus de citron, le matin, à jeun, a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'effet de rendre le système alcalin. Qui savent ça mieux que moi, là, mais en tout cas, apparemment, le système devient alcalin, et un système alcalin donne au système immunitaire beaucoup plus de force. C'est vraiment très bénéfique pour le système immunitaire. Et donc, à ce moment-là, normalement, vous allez voir, vous êtes stupéfait, il n'y aura pas beaucoup de rhume. Et moi, je vous assure, j'ai commencé ça il y a 2 ans, et j'en ai consommé du jus de citron depuis 2 ans, et j'ai eu un rhume en 2 ans, puis je l'ai cherché un peu. J'ai été le chercher dans un avion aux Pays-Bas, en travaillant 16 heures par jour, en dormant pas, en étant dans la pluie pendant 3 jours en tournage. Et là, je me disais, là, je commence à vraiment... Puis on me serrait la main de plein de gens qui toussaient en pleine face, mais on n'avait pas le choix, on travaillait. Puis là, je l'ai été le chercher, puis j'avais pas mon jus de citron. Puis je pense que c'est mental, là, autant que physique. Je n'avais pas pensé aller en voyage avec ma bouteille de jus de citron. Alors, en tout cas, j'ai fait ça. Et je touche du bois, j'espère que... Mais écoutez, c'est exceptionnel. Pour moi, là, je vous assure, de ne pas avoir de rhume pendant 2 ans, depuis que je me suis vu naître, ça n'a jamais été le cas, j'ai toujours eu plein de... Ça marche. Alors, soit c'est un placebo, tant mieux. Mais en tout cas, je ne rate jamais mon petit jus de citron. C'est pas juste vous. C'est pas juste vous, c'est connu. C'est connu, oui. Mais ça marche. C'est bon, ça. Alors... Et ça, je me dis, tout ce que j'ai évité depuis 2 ans, là, aucun rhume. Écoute, c'est génial. Moi, je célèbre. Alors, je m'affirme jus de citron le matin. Et de la même façon, je dirais, c'est quoi nos affirmations qu'on doit consommer qui vont nous aider à contrer ces virus et ces bactéries là, du rhume et de la grippe sous forme spirituelle, donc les inquiétudes et les doutes. Et on dit qu'il y a des affirmations pour soi, des affirmations dans ma relation avec le divin, avec le suprême, et des affirmations dans ma relation avec le monde. Et c'est très simple. Et moi, ce que je me dis qui est vraiment à la base de ma foi,
ou de ma conviction, de ma croyance ou de mes affirmations, c'est que si on se dit par rapport à soi-même, l'affirmation, c'est de se dire que ma nature originelle, naturelle, est absolument formidable, bénéfique, elle est bonne, elle est bien. Donc ma nature originelle, c'est l'amour, la paix, le bonheur. Ça, c'est ma nature originelle. Et quand je ne suis pas comme ça, c'est que je suis malade. C'est qu'il y a un virus et que je ne suis pas normal. Mais ma nature originelle, c'est la paix, le bonheur, l'amour. Et ça, c'est une affirmation. Est-ce que j'ai la preuve? Honnêtement, ça m'est égal. Moi, est-ce que un scientifique viendrait me dire demain, tu sais, ton jus de citron, là, c'est n'importe quoi. Oui, mais je veux dire, dans un cas, on me dirait que j'ai tort. Je dirais, je m'en fous, j'ai pas eu de rhume. Moi, c'est tout ce qui compte. Et dans ce sens-là, l'affirmation, je dis pas qu'on va s'affirmer n'importe quoi. Comme on m'aurait dit, bois un jus de chaussette tous les matins et puis tu n'auras plus de rhume, j'aurais dit, non, ça, je pense que ça me tente pas trop, là. Il y a une logique quand même. Mais dans l'affirmation, ma nature originelle est bonne. C'est-à-dire, moi, dans le fond de mon être, ma nature, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, j'ai raconté souvent cette expérience que j'avais eue avec cette baleine, où j'avais eu dans l'œil de la baleine un moment exceptionnel. Puis la pensée qui m'était venue, parce que j'étais dans une période assez enragée dans ma vie, très contestataire, tout était... J'étais en colère contre le monde, tu sais. Je trouvais que les dirigeants étaient de travers, le monde était de travers, les guerres, c'était pas bon, détruire l'environnement, c'était pas bon, carnage des baleines, je trouvais ça dommage, mais j'avais juste de la colère. Et la pensée qui m'est venue, c'était, dans l'œil de la baleine, c'était, t'inquiète pas, l'ADN de la perfection ne sera jamais détruit. Il est là, il est préservé dans la nature, t'inquiète pas. Calme-toi. Vis ta paix, tu vas voir, il y a plein des choses qui sont là. Un autochtone que j'aimais beaucoup dans une conférence, il dit la sagesse autochtone dit l'homme ne gagnera pas sur la nature. Il dit la nature un jour va savoir, elle va se remettre en place. Ça peut prendre 1000 ans, ça peut prendre 10 000 ans, mais il dit l'homme il se croit peut bien faire ce qu'il fait là, mais un jour la nature prendra le dessus. Ils ont cette conviction que la nature est plus forte que l'homme. Et nous, c'est ce qu'on dit dans l'affirmation, c'est que ma nature originelle, et ça c'est important parce que ça veut dire quoi? Qu'on a tous, que dans le fond, là, on a tous un réservoir de bonté, de bien, de bien, tu sais, de quelque chose de très très fort qui est bénéfique. Et ça, c'est ma seule affirmation. Si j'ai une foi à avoir en moi, c'est pas que je suis meilleur qu'un autre, c'est pas que je suis capable, c'est pas que ceci, non, c'est juste que ma nature originelle, donc mon état originel, c'est la paix, le bonheur, l'amour. Et quand je m'affirme ça, qu'est-ce que je fais? C'est comme si j'arrosais une plante qui s'appelle l'amour, la paix, le bonheur. Puis un jour, ça va sortir. Et si je l'affirme pas, elle sortira pas. Parce que mes doutes, mes inquiétudes vont dire « Non, je suis tout ce temps stressé. Je suis stressé depuis que je suis jeune. C'est la nature humaine. C'est normal d'être angoissé. Tout le monde est angoissé, donc je suis angoissé, donc c'est normal. » Ça veut dire, dès que ta petite fleur sort, là, tu la coupes. Non. OK, bon, ben, tu n'auras pas de fleur, si tu veux. C'est comme ça. Donc, s'affirmer par rapport à soi-même. L'affirmation pour le divin, pour Dieu, pour moi, elle a une formule qui est « Si je fais un pas, le retour sera multiplié par 100 ou par 1000. » C'est-à-dire que si je fais un effort d'aller vers quelque chose de plus grand, cet effort sera toujours multiplié. C'est vraiment une question comptable aussi. Si j'investis dans un capital très élevé, ben les intérêts sont multipliés. Donc mon investissement dans le divin, qui est très difficile, d'aspirer à cette divinité, à cette perfection, à cette pureté, il suffit juste de faire un pas. Et je recevrai en retour une centaine de pas d'aide. Et souvent, pour moi, ça m'a aidé beaucoup avec cette notion de définir que le courage, c'est juste de faire le premier pas. Et la fortune, c'est de recevoir en retour une centaine de pas gratuits. C'est ça la fortune.
Donc, mon courage, c'est juste le premier pas. Et ensuite, la fortune, ce sont les 100 pas gratuits que je reçois, qui me sont offerts comme résultante de mon courage. Et cette affirmation, c'est juste de s'affirmer que si je fais juste un petit effort pour créer ce lien, créer ce petit moment de contact, je vais recevoir au centuple. Et ensuite, mon affirmation par rapport au monde, c'est quoi? C'est de me dire qu'en fait, tout est absolument comme ce doit être. Et mon affirmation par rapport à la vie, ce qu'on appelle nous la pièce de théâtre, le drama, c'est qu'elle est absolument précise. Il n'y a aucune scène dans la pièce de théâtre qui n'est pas là pour une raison très particulière. Aussi horrible soit-elle, aussi magnifique soit-elle. Et pour nous, la pièce de théâtre, la vie qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on voit dans le monde, est un ensemble, il l'a toujours été d'ailleurs, de notre connaissance en ce moment, une espèce d'équilibre entre le bien et le mal, la souffrance et le bonheur, l'échec et la victoire. Et je veux bien adhérer à une nouvelle théorie de l'optimisme extrême, mais il reste qu'il y a des choses qui se passent dans le monde, pas plus tard que cette semaine à Toronto. Il y a toutes sortes c'est ça la vie, elle est comme ça. La nature est comme ça, la vie est comme ça, la pièce de théâtre est comme ça. Et on peut s'indigner, on peut se révolter, on peut faire, c'est très bien, ça devient notre rôle. Mais l'affirmation que je me donne, moi, c'est la pièce de théâtre, elle est parfaite. Maintenant, à moi de jouer mon rôle dans cette pièce de théâtre. Et quel rôle je jouais? Ben là, tu peux mettre une bombe ou tu peux aider les gens. C'est à chacun de choisir son rôle. Alors pour moi, c'est 3 affirmations qui me recentrent avec moi-même, avec le divin et avec le monde. Et si j'affirme ce positionnement, ce dont je me rends compte, c'est que ça a tendance à éliminer pas mal d'inquiétudes, puis pas mal de doutes. Parce que si on se dit, non, nous, notre slogan dans les Brahma Kumaris, c'est souvent le drama, la pièce de théâtre est précis. Donc, s'il arrive quelque chose, il y a une raison là-dessus. Est-ce que je la connais? Probablement pas. Est-ce que je suis d'accord? Peut-être pas. Mais il y a une raison. Alors, peut-être il vaut mieux que je m'informe, que je comprenne, que j'approche ça autrement qu'avec l'inquiétude. Oh, pourquoi ça s'est passé? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Puis qu'est-ce qui va se passer maintenant? Okay, tu peux t'inquiéter tant que tu veux. C'est pas ça qui va nous rendre heureux. C'est pas ça qui va aider quoi que ce soit. Alors les affirmations sont beaucoup plus puissantes. Enfin, je dirais pas qu'elles sont plus puissantes. Les doutes et les inquiétudes sont tout aussi puissantes. Mais je pourrais dire peut-être que l'affirmation est aussi puissante qu'une inquiétude ou qu'un doute, et qu'elle peut renverser une inquiétude ou un doute. Et si on pouvait se donner la chance de vivre sans inquiétude et sans doute pendant juste quelques semaines ou quelques jours, puis de mesurer comment on se sent. Imaginez quelqu'un, moi j'ai connu quelqu'un qui me disait, dans le centre ici, qui avait eu des maux de dos sciatique, avec le nerf sciatique pendant très longtemps. Et en allant dans un hôpital naturel chercher des comprimés pour quelqu'un d'autre, un peu à la blague, elle demande à la personne qui lui donne les comprimés, et puis, ça peut-tu m'aider avec le sciatique, ça? Puis le médecin dit, oui, tout à fait, non, ça peut avoir des effets très, très bons là-dessus. Et elle, tu sais, coïncidence, ça fait des années qu'elle essaye de se libérer de ces problèmes-là, coïncidence, elle prend ses petites pilules, et tout à coup, elle découvre un soulagement qu'elle n'a jamais connu, si j'ai bien compris l'histoire, là, depuis très longtemps. Imaginez le bonheur de ne plus avoir de souffrance. Quelqu'un qui a des souffrances tout le temps. Puis un jour, tu es là, tu n'as plus de douleur. C'est formidable. Mais est-ce qu'on sait ce que ça veut dire de ne pas avoir de soucis et de doutes pendant une certaine période de temps? Tu sais, c'est une plante qui est sous un stress énorme, pas assez de soleil, pas assez d'eau, tu sais, puis qui survit tant bien que mal. Tu dis, elle est là, il y a une nouvelle petite feuille qui vient de sortir. Donne-lui du soleil puis de l'eau, puis tu la vois devenir un arbre, tu dis, oh boy, elle a regagné de l'énergie. Imaginons qu'on enlève nos soucis et nos doutes.
qu'est-ce qui se produirait? Notre perception du monde, notre foi, notre conviction, notre capacité à dire aux gens « T'inquiète pas, ça va bien aller ». Et que cette petite phrase banale devienne tout à coup un remède, peut-être placebo, mais en tout cas qui change la réalité. Et l'autre personne va dire « Parce que tu m'as dit de ne pas m'inquiéter, ça m'a donné de la force ». Vous voyez où est-ce qu'on peut aller avec ça? De se libérer des inquiétudes et des doutes peut guérir des choses, peut guérir une relation. Que quelqu'un soit malhonnête, ça lui appartient. Que quelqu'un triche, ça lui appartient. Mais je n'ai pas besoin de m'empoisonner ma vie à cause de ça. Je n'ai pas besoin de doute et d'inquiétude, j'ai besoin de compréhension, de fait. Et si je découvre que c'est ça la vérité, pas après des doutes et des inquiétudes, mais après simplement un discernement, un jugement sage, je prends les décisions qui seront à prendre. Je ne dis pas que le doute et éliminer les doutes et les inquiétudes me rendent naïf, innocent, incapable de comprendre les mauvaises choses de la vie. Non, je les comprends. Mais je ne suis pas rongé par elles. Les gens peuvent bien avoir un rhume puis une grippe. Je n'ai pas envie de l'attraper, moi. Donc, il faut que je me protège. Et ces affirmations créent un système immunitaire, dans un certain sens, beaucoup plus fort, capable de me prémunir. Puis quand les autres s'inquiètent, j'ai la capacité de dire « Non, t'inquiète pas, ça va bien aller ». Puis quand les gens ont des doutes, j'ai la capacité de dire « Pourquoi tu as un doute? Vérifie. Tu t'inquiètes peut-être pour rien, il n'y a peut-être pas raison de s'inquiéter. Peut-être que l'autre n'a pas du tout fait ce que tu penses qu'il a fait ou qu'elle a fait. Ils n'ont peut-être pas dit exactement ce que tu penses qu'ils ont dit. » Et ça démolit beaucoup d'entreprises de destruction qui arrivent sur le chantier. Alors, l'idée, c'est que le doute et l'inquiétude détruisent les rêves, détruisent l'espoir, détruisent nos aspirations. L'affirmation, elle bâtit cette réalité. Et cette réalité sera que j'ai que du bon en moi, à la base. Ma relation avec le divin, c'est très profitable. Je donne 1, je reçois 1000. Et ma relation avec le monde, c'est que, regarde, tout est précis, là. J'ai pas à m'inquiéter, là. Tout arrive exactement comme ça doit arriver. Si je suis fait pour avoir ça, ce sera comme ça. Si ma voiture est pour mourir demain, parce que ma voiture est à l'hôpital sous un respirateur artificiel, je m'inquiète beaucoup, mais finalement, je me suis dit, non, inquiète-toi pas, c'est dû pour passer, se réincarner. Écoute, alors, qu'à se réincarner, qu'est-ce que tu veux? Pas m'inquiéter, c'est précis. Tu sais, j'ai pas à m'inquiéter. Il arrivera ce qui doit arriver. Est-ce que ça a sens? Répétez les 3 encore. 3 affirmations? Oui. Et donc, ma nature originelle est la paix, le bonheur, l'amour. Donc, mon nature originelle est bonne, est bien. Ma relation avec le divin, moi, je fais un pas, puis je reçois une centaine de pas en retour. Donc, j'ai juste le premier pas à faire. Et ma relation avec le monde et la pièce de théâtre, tout arrive exactement comme ça doit arriver. C'est absolument précis, il n'y a pas d'erreur. La pièce de théâtre ne fait pas d'erreur. Le film est parfait. Maintenant, à moi de jouer mon rôle dans ce film-là. Shining, vous avez vu ce film, Shining? Non? Il y en a qui ont vu ce film? Ça, c'est une version française. Jack Nicholson, ça a été le rôle qui lui a collé à la peau toute sa vie. Encore aujourd'hui, s'il rentre chez vous, tout le monde a peur en se disant est-ce qu'il arrive avec une hache ou quoi? C'est un film qui a marqué vraiment ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film intense à regarder. Là. C'est vraiment intense. C'est un film, moi, j'ai vu plusieurs fois, maso comme on est. C'est bon, Shining, alors on regarde encore. Peut-être tu regardes ça minuit le soir, tu sais, avec des volets qui claquent. J'ai la pluie contre la fenêtre. Écoute, t'es terrorisé pour 3 mois. Mais c'est ça, il gagne un Oscar, je veux dire. Les gens ont vu ce film horrible, puis tout le monde a dit que c'était un très bon film. Enfin, il était en nomination, je pense, Jack Nicholson. Ou a posteriori, en tout cas, bref. On lui en donne un parce qu'écoute, il a marqué l'imaginaire. Mais tout ça pour dire, je n'approuve pas ce qui va mal. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme un film qui a toutes sortes d'événements dans le film. Puis on finit par dire, c'est un très bon film. La pièce de théâtre est très précise, elle arrive exactement comme elle doit arriver. Alors voilà, c'est ça, les 3
pilule anti-inquiétude, anti-doute. Bla 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 bla, il cause. Écoute, on va-tu aller se coucher là? Je vois Bernard qui prend son manteau, il se dit on ne l'arrêtera pas ce soir, il faut lui donner un signe. Non, je comprends qu'on a tous nos horaires, mais par respect pour le nôtre et le vôtre, je vais m'arrêter là. Et puis on médite un petit 5 minutes ensemble. Non, tout en étant détendu physiquement. Je détends le muscle de mon esprit. Je ralentis mes pensées. Et je cherche un peu les pensées qui me feront le plus de bien. Un peu comme je sélectionne ce que je décide de manger, de consommer. Et je sais que les pensées ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'énergie. Et que lorsque j'utilise le pouvoir de la pensée, je peux avoir un impact sur la conscience, ma capacité de voir le monde, la capacité de me comprendre. Alors j'ai réuni mes pensées au centre du front. Je me détache petit à petit de tout ce qui m'entoure. Je fais abstraction de tout ce qui est autour de moi. Et je me concentre. Je visualise une lumière intérieure, un peu comme une étoile, comme une étincelle de lumière. Je me vois comme une âme, un être vivant dans le corps physique. C'est moi l'âme qui pense. C'est moi l'âme qui ressent. Et même ma personnalité n'appartient pas à mon corps, mais bien à l'âme, à l'être conscient. Et alors que je m'éloigne un petit peu de toute ma réalité quotidienne, en me voyant comme un être de lumière, comme une âme, je sens que j'invoque à nouveau toutes les qualités de l'âme. La nature originelle de paix. Cette dimension du bonheur. Et qu'au plus profond de moi, je sais que naturellement je suis bon, paisible, bienveillant.
quand je commence à ressentir cette paix intérieure, je sais qu'elle est très fragile, qu'il est très difficile de ressentir cette vibration pure à cause de tout ce qui m'attire à travers le monde, au quotidien. Mais dès que je retrouve un peu cette expérience de paix, je me sens attiré vers l'océan de paix, vers cette dimension spirituelle. Comme si cette lumière devenait beaucoup plus forte et qu'elle m'emplissait d'espoir. Et en ressentant cette dimension beaucoup plus grande que ma simple existence, je me sens attiré vers l'infini. L'immensité de la paix, du bonheur et de l'amour. Comme si je me sentais plus libre. Libéré de toutes les inquiétudes. Libéré de tout souci. Et je commence à me voir comme un être lumineux, paisible, capable de profiter de chaque instant de la vie. Capable de faire ressortir cette nature originelle de l'âme, cette paix intérieure, ce bonheur et cet amour. Ok. Alors, avez-vous encore des inquiétudes? Non. Ça va? Le bac à recyclage est juste là en sortant. S'il y en a encore, vous les mettez dedans. Et puis on les envoie ailleurs. En tout cas, je vous souhaite de sentir cette légèreté. Puis sinon, revenez mercredi prochain. On aura sûrement un autre thème très utile pour transformer tout ça. Alors, bonne semaine, bonne soirée, Om Shanti.